Bonjour, consoeurs et confrères, camarades. Bonjour, Benu, Akavek. Welcome to Quebec. Wow! Il y a beaucoup d'énergie dans cette salle. C'est le genre d'énergie qui émane de personnes qui provoquent le changement. L'énergie que nous dégageons lorsque nous sommes sur le point d'écrire une page d'histoire. J'aimerais ouvrir notre congrès ce matin en vous parlant de notre vision du changement. Jetons un regard sur notre avenir et demandons-nous, sommes-nous prêts à faire le nécessaire? Vous trouverez dans votre trousse notre vision stratégique intitulée « Agir pour un temps nouveau ». Certains de mes propos ce matin reprennent l'information et les perspectives contenues dans cet excellent document. Consoeurs et confrères, nous avons besoin de changement, mais ne nous leurrons pas. Aujourd'hui, la personne qui est en train de changer le Canada, c'est Stephen Harper. Lors de congrès précédents, nous vous avons prévenu que s'il obtenait une majorité, tenez-vous bien. Inutile maintenant de vous dire que nous vous l'avions dit. Est-il en train de changer le Canada? Regardez un peu votre document « Vision stratégique » et vous y trouverez une fraction des changements que renferme une seule loi, c'est-à-dire le projet de loi Omnibus sur le budget 2011. La sécurité de la vieillesse à l'âge de 67 ans, l'abandon du protocole de Kyoto, la propriété étrangère dans les télécommunications, le démantèlement de l'évaluation environnementale, particulièrement en ce qui concerne les pipelines, les changements à l'assurance-emploi et des douzaines de changements plus fondamentaux pour le pays. Un vote, très peu de débats et aucune démocratie digne de ce nom. Harper est-il en train de changer le Canada? Que oui. Alors, quels sont les objectifs de Harper? Quelles sont ses intentions pour le pays qui est le nôtre? Elles sont économiques, politiques, juridiques et culturelles. Nous avons pu constater cette vision distortue des conservateurs lorsque Mitt Romney a été enregistré à dire aux milliardaires que 47 % des Américains ne paient pas d'impôts et profitent du système en voulant des soins de santé et des services sociaux et que ce n'était pas son boulot que de les représenter. Selon la vision tordue de Stephen Harper, et je vous dirais qu'elle est particulièrement tordue, 60 % des Canadiennes et des Canadiens qui n'ont pas voté pour lui sont des adversaires parasites et que nous sommes tous des ennemis politiques qu'il faut isoler et attaquer. C'est ce qu'il a fait. Les ONG, les militantes et les militants des droits de la personne sont des pro-terroristes. Donc, il faut cesser de les financer et abolir leurs organisations. Les environnementalistes sont des extrémistes financés par des puissances étrangères. Il faut les diaboliser et attaquer leur statut d'organisme caritatif. Et au cœur de cet empire démoniaque qui assiège le repère fortifié de Harper, au cœur même des 60 % qui sont contre lui, il y a nous, notre syndicat, le mouvement syndical. Nous sommes la cible. Regardons un peu sa feuille de route.
5 mesures fédérales ont été prises pour mettre fin à des grèves en moins de 18 mois. Et, ces jours-ci, un soi-disant projet de loi d'initiative parlementaire devant le Parlement. Le projet de loi C-377. Qu'est-ce? C'est une loi, enfin un projet de loi, qui s'attaque aux syndicats. Une loi discriminatoire qui permettra de cibler la façon dont les syndicats dépensent leur argent pour représenter leurs membres. Chaque fois que nous retenons les services d'un avocat, que nous embauchons un recruteur, que nous consultons un actuaire, que nous plaçons une annonce dans un quotidien, que nous louons un bus pour nous rendre à une manif ou ailleurs, nous devrons publier cette information afin que les employeurs et les politiciens de la droite s'en servent contre nous. Bien sûr, vous n'avez pas besoin de cette information, puisque nous vous la fournissons déjà. Comme à l'habitude, les états financiers du syndicat se trouvent dans votre trousse de congressistes. Vous les avez déjà en main. Chaque cent que nous avons dépensé, chaque cent que nous avons dépensé depuis le dernier congrès est prévu dans ces documents. Personne d'autre n'aura à se plier à cette mesure. Pas les employeurs, pas les avocats, les médecins, les ingénieurs, les travailleuses, travailleurs sociaux, ni personne d'autre qui verse des cotisations déductibles d'impôts. Nous, seulement nous. À peu près en même temps que le projet de loi C-377 sera devant le Parlement en novembre, le gouvernement Wall annoncera des changements à la législation du travail en Saskatchewan. On a laissé entendre que le gouvernement va proposer une loi sur le droit au travail du même genre que celle envisagée au Wisconsin. Peut-être iront-ils jusqu'à remettre en question la formule RAND, et c'est au cœur même de la sécurité syndicale. Et en Ontario, l'opposition conservatrice promet des lois antisyndicales similaires si elle est appelée à former le prochain gouvernement. Consoeurs et confrères, il n'y a pas de hasard dans tout ça. Nous avons affaire à une lutte, dis-je, des classes lancées contre nous. Ils ont l'intention d'attaquer notre mouvement et d'abolir nos droits. Ça, c'est clair. Il reste donc une question à laquelle il faut répondre. Serons-nous prêts à nous défendre de toutes les façons possibles? Je ne veux pas vous dire que Harper va gagner. Je ne veux pas vous dire que Harper va gagner. Loin de là. Nous travaillons avec le mouvement syndical et nos alliés de la société civile pour faire passer ce 60 % à une majorité encore plus nombreuse afin d'évincer Harper en 2015. On voudrait tellement l'évincer qu'on espère pouvoir avoir raison de son parti. Mais, bien franchement, nous ne pouvons pas attendre jusque-là. Nous sommes déjà engagés dans des luttes importantes pour nos membres qui sont à façonner notre avenir, et ce déjà. Prenons le cas de Bell. En 2 ans, cette entreprise a consacré 6 milliards, je dis bien milliards de dollars, à l'achat de CTV, de Maple Leaf Sports et d'Astral. Elle est la plus grande entreprise de télécommunications au pays, et de loin. Elle contrôlera désormais environ la moitié de l'industrie de la radiodiffusion. Cette concentration du pouvoir économique et culturel est sans précédent au Canada. Il y a donc lieu de se demander
comment Bell exerce-t-elle ce pouvoir? Qu'est-ce qu'elle fait de ce pouvoir? Eh bien, notre expérience est concluante. 2 tentatives consécutives de recrutement chez Bell Mobility et, dans les 2 cas, nous étions à un faible pourcentage d'une syndicalisation. Mais, dans les 2 cas, Bell, eh bien, a bloqué ces tentatives. Elle a mené une campagne anti-syndicale. Maintenant, lorsque nous avons quelques 112 travailleuses et travailleurs chez Bell Télé qui se sont syndiqués et qui cherchent à obtenir une toute première convention collective, modeste du reste, eh bien, Bell leur oppose un lock-out. Eh bien, le litige fondamental, ce n'est pas l'argent. C'est plutôt respecter et reconnaître ces travailleuses et ces travailleurs dans le nouvel empire médiatique de Bell. À quelques kilomètres plus loin, à Toronto, nos membres, travaillant pour des entrepreneurs qui installent les services de câblodistribution et de télécommunications de Rogers, sont également incapables de conclure une première convention collective. Ces membres travaillent exclusivement, ils ne font que travailler pour Rogers, personne d'autre, et ils sont le portrait même du travail précaire au Canada. Aucune sécurité d'emploi, pas d'avantages sociaux et du travail à la pièce commençant à 5 $ pour une installation à domicile. L'employeur, évidemment, n'hésite pas à recourir à des pratiques déloyales de travail et à des briseurs de grève pour veiller à ce que ces travailleuses et travailleurs ne puissent obtenir une première convention collective. Et que dit Rogers? Ah, ben c'est pas nous qui sommes responsables, ce sont les entrepreneurs. Honte, honte. Nous ferons une collecte pour ces membres en grève du SCEP, ces membres et enfin tous les grévistes qui méritent d'être appuyés pendant le Congrès. Donc, nous comptons sur vous, sur votre générosité pour aider vos consoeurs et confrères qui sont méritants. Et ce n'est que le début pour nos membres dans les télécommunications. Sauf pour Bell, TELUS et Rogers, toutes les autres entreprises de télécommunications au pays peuvent être acquises à 100% par des sociétés étrangères. Consoeurs et confrères, la voie de l'avenir s'ouvre devant nous. Une seule question demeure. Serons-nous prêts à recruter et à nous défendre dans ce nouvel ordre mondial? Considérons la situation de nos membres dans l'industrie forestière pour comprendre les effets des profonds changements économiques. Nous savons tous ce qui est advenu de notre industrie forestière ces dernières années. Des douzaines d'usines de pâtes et papier ont fermé leurs portes à la grandeur du pays. Une perte de 100 000 emplois en 5 ans. Au cours des 3 dernières années, près de 4 millions de dollars versés de notre caisse de défense pour des frais liés aux faillites, aux services juridiques et actuariels dans le cadre de procédures entamées en vertu de la LACC. Une grande partie de ces dépenses a été consacrée au secteur forestier. Notre syndicat a dû s'adapter à de nouvelles situations. Dans l'est du pays, nous avons dû négocier des ententes types à 2 vitesses. Une pour les entreprises en faillite dans l'industrie et l'autre pour celles qui ne l'étaient pas. Nous avons fait autant dans l'ouest. Il nous a fallu trouver la force. Il nous a fallu faire preuve de solidarité pour dire à cette industrie « trop, c'est trop » et nous allons défendre le contrat type. Depuis les 3 dernières semaines,
3 de nos sections locales en Colombie-Britannique ont obtenu un vote de grève pour respecter le contrat type. Il est bien possible que nous connaissions une grève ou deux dans l'Ouest. Peu importe, nous allons le défendre, ce contrat type. Consoeurs et confrères, avec le prix actuel du bois d'œuvre, je m'attends à ce que plusieurs membres du SCEP retournent au travail dans les scieries pendant l'année à venir. Oui, je l'espère de tout cœur. Ce serait formidable. Bien que nous déplorions quelques fermetures d'usines dans les pâtes et papiers, certaines rouvrent. Après la fermeture d'une usine pendant plus de 6 ans, 20 membres de la section locale 1120 à Prince-Albert, en Saskatchewan, ont repris le travail. Les premiers de plusieurs centaines qui retourneront au travail sous peu. Nous sommes heureux d'accueillir à nouveau les délégués de la section locale 1120 à notre congrès. Et j'ai aperçu le confrère Annabelle Bravo, et qui était membre du bureau avant que cette usine ferme ses portes. Eh bien voilà, il est de nouveau sur le parquet du congrès à titre de délégué. Alors qu'on se tire de cette crise déchirante, et vraiment, ça a été déchirant, néanmoins, nous en sommes ressortis intacts et nous avons pu préserver notre modèle de négociation par contrat type. Nous savons que l'industrie n'est plus ce qu'elle était il y a 6 ans. Mais, comme je l'ai dit et redit depuis cette tribune, les arbres continuent de grandir. Cependant, ce ne sont pas seulement les arbres qui se renouvellent. L'industrie se renouvelle et elle demeurera le fondement économique de centaines de collectivités, de millions de Canadiennes et de Canadiens, de Québécois et de Québécoises. L'avenir s'ouvre devant nous dans l'industrie forestière également. La question est de savoir si nous aurons la force de garder le cap et la vision de rebâtir cette industrie avec de nouveaux produits, de nouveaux marchés et une main-d'œuvre renouvelée. Permettez-moi maintenant de me tourner vers l'avenir de notre secteur de l'énergie. Notre congrès survient à la veille de ce que je considère être une lutte décisive, un tournant dans le double combat pour le développement durable et les emplois. Je parle d'un combat sur 2 fronts parce qu'il est devenu évident que nos emplois sont liés au développement durable. Lorsqu'il s'agit de développement durable, notre voix, la voix de notre syndicat, est capitale. Il est fondamental que les travailleuses et les travailleurs du secteur de l'énergie s'expriment sur les changements climatiques. Saviez-vous que le Canada n'a jamais atteint un objectif en matière de gaz à effet de serre? Nous n'avons même pas un objectif que la communauté internationale considère comme crédible. C'est vraiment dommage. Toutefois, nous sommes sur la bonne voie en ce qui a trait à au moins un autre résultat. Les scientifiques prédisent que la couverture glaciale de l'Arctique, c'est-à-dire que vous allez pouvoir naviguer depuis l'Atlantique au Pacifique sans entrave. Pour ce qui est des emplois maintenant, nous sommes également sur la voie, mais sur la voie de la débâcle. Nous avons démontré
pour ce qui est du projet de pipeline Keystone, que l'exportation du bitume se faisait aux dépens de 17 000 emplois, 17 000 emplois à valeur ajoutée au Canada. Si on ajoute à cela les effets du projet Northern Gateway, un autre pipeline, eh bien, selon nos calculs, 26 000 emplois pourraient être exportés pour ce qui est de la valorisation et le raffinage à l'étranger. C'est vrai que c'est honteux. Nous avons perdu les raffineries d'Oakville et de Shell à Montréal. Non pas en raison de la demande canadienne ou même québécoise, mais plutôt à cause du modèle d'exportation insensé que l'industrie pétrolière a imposé au pays. L'exportation des ressources de l'Ouest canadien et l'importation du pétrole de l'étranger pour répondre à nos besoins dans l'Est du pays. Puis, un autre projet de pipeline d'exportation menace la dernière raffinerie fonctionnelle des basses terres continentales de la Colombie-Britannique et notre plus importante raffinerie à Edmonton. Essayez de comprendre là, ce que je vais vous dire. Mais vraiment là, essayez de comprendre. Nous avons des membres à la raffinerie de Suncor à Edmonton qui acheminent le produit raffiné à Vancouver par un pipeline existant appartenant à Kinder Morgan. Par ce même pipeline, nous acheminons du pétrole brut vers la raffinerie de Chevron à Burnaby, où travaillent également nos membres. Kinder Morgan préférerait exporter le pétrole brut et l'entreprise a déjà réduit le volume dont Chevron a besoin. Eh bien, Kinder Morgan souhaite doubler la capacité de ce pipeline afin d'exporter le bitume où? Vers la Chine. Toutefois, cette situation ne laissera aucune place dans le pipeline pour Suncor. Chevron n'obtiendra aucune garantie d'approvisionnement. Les deux entreprises doivent payer un prix plus élevé pour l'utilisation du pipeline que le prix demandé pour l'exportation du bitume. Ainsi, pour exporter du bitume vers la Chine, ce pipeline va menacer les emplois du SCEP à Edmonton et à Burnaby et entraîner une augmentation du prix de l'essence à la pompe pour l'ensemble des basses terres continentales en Colombie-Britannique. Difficile à croire, mais la situation va de mal en pis. Chevron a demandé à l'Office national de l'énergie d'être déclaré destination prioritaire afin de recevoir suffisamment de pétrole brut pour poursuivre ses opérations. Seulement une destination prioritaire. Une société pétrolière américaine nommée Tesoro a déposé une requête auprès de l'Office national de l'énergie visant la suspension de toute la procédure car, en vertu de l'ALENA, le Canada ne peut donner priorité à une raffinerie canadienne et tout ce qui est acheminé dans le pipeline doit être offert également aux raffineries américaines. Eh bien voilà notre mise en garde depuis des années. La clause de proportionnalité en matière d'énergie inscrite dans l'ALENA. À titre de Canadien, ça me paraît choquant. Ça me fait bouillir d'indignation contre les conservateurs qui ont vendu nos intérêts nationaux. La question est de savoir,
La question est de savoir, sommes-nous prêts à faire le nécessaire? Comme nous le faisons depuis 6 ans, nous défendrons nos membres et la sécurité énergétique du Canada devant l'Office national de l'énergie. Cependant, il est évident que cet organisme fait partie du problème et non de la solution. C'est pourquoi, il y a environ 1 an, 50 membres du SCEP portant un casque de protection vert ont participé à une manifestation à Ottawa contre le projet de pipeline Keystone. En compagnie de ma bonne amie Maud Barlow et de mon adjoint Fred Wilson, nous avons franchi une clôture. Avec plus d'une centaine de braves Canadiennes et de braves Canadiens, nous avons été mis en état d'arrestation. Je crois que notre geste de conscience a largement contribué à déclencher le mouvement de masse que nous avons aujourd'hui contre les projets de pipeline d'exportation. La semaine prochaine, il y aura une autre manifestation à Victoria, en Colombie-Britannique. Cette fois, c'est le projet de pipeline Gateway qui est visé. Encore une fois, c'est une occasion de mener par l'exemple. Des leaders du milieu syndical, environnemental et des Premières Nations y participeront. Le SCEP y sera. Je serai fier d'y être également et nous ferons le nécessaire pour stopper le projet Gateway. Consoeurs et confrères, l'heure est au leadership. Il est également évident que notre mouvement aujourd'hui a besoin de leadership. Nous avons besoin d'un leadership qui comprend qu'un syndicat à lui seul ne peut réussir si le mouvement syndical est incapable de progresser, si notre pouvoir économique et politique continue de s'éroder. C'est pourquoi une question sera débattue plus que toute autre lors de notre congrès, c'est-à-dire le projet du nouveau syndicat. Consoeurs et confrères, je me permets de souhaiter la bienvenue à nos consoeurs et confrères des travailleurs canadiens de l'automobile qui sont parmi nous aujourd'hui. En août, nous avons délégué plusieurs membres du SCEP au congrès des TCA et nous avons été accueillis avec respect et amitié. Soyons solidaires à notre tour. J'invite les membres du Bureau exécutif national des TCA, qui sont des nôtres, à se lever. On triche, là. Vous nous avez invités à Toronto, mais nous vous avons invités à Québec. Attention. Avec mes excuses à Toronto. Les confrères Ken Lowenza et Peter Kennedy, ainsi que certains membres des TCA du comité des propositions se joindront à nous plus tard aujourd'hui et vous pourrez les entendre demain. Ce débat et la décision que nous prendrons demain est l'occasion pour le mouvement syndical canadien de faire preuve de leadership. Je crois qu'il en va de l'avenir de notre mouvement. J'ai été fier membre du Syndicat international des travailleurs unis du papier.
Et je me souviens de la fusion avec le secteur des pâtes et sulfites pour former un syndicat industriel. Je me souviens également avoir quitté le syndicat international pour former un syndicat canadien, le SCTP. J'ai été membre du conseil exécutif du SCTP, qui a décidé de former le SCEP. Toute une vie de lutte et de changement. Cependant, le changement que nous proposons aujourd'hui est sans aucun doute l'événement le plus important de mes 40 ans de syndicalisme, parce que nous vous proposons de former le plus puissant syndicat industriel jamais créé, un syndicat de recrutement, un syndicat politique et un syndicat canadien d'un océan à l'autre au service des travailleuses et des travailleurs de ce pays. Bien sûr, c'est ce dont nous parlerons demain. Et, comme vous l'aurez constaté, je suis enthousiaste et j'attends ce moment avec impatience. Permettez-moi de saluer et de souhaiter la bienvenue au Congrès à nos camarades du mouvement syndical mondial. J'inviterai à se lever nos invités du Mexique, du Brésil, de la Colombie, de l'Argentine, de la Norvège, de la Suisse, de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, du Sénégal, du Royaume-Uni et des États-Unis. Eh bien, camarades, votre participation est devenue un événement important de notre Congrès pour nos délégués. Mardi, nous avons prévu une réception afin que nous puissions vous rencontrer de façon informelle. Mercredi, vous serez invités à prendre la parole pour nous informer de votre situation et de l'évolution de notre mouvement sur la scène mondiale. Permettez-moi de faire ce lien entre ces camarades formidables et ce congrès historique. Nous sommes unis dans une lutte commune contre le capitalisme mondial, un système qui, pour les travailleurs et les travailleuses, est totalement disloqué et marqué par des mesures d'austérité, de crise de chômage et d'iniquité flagrante. Un système qui continue de servir les intérêts de ceux qui l'ont conçu, les entreprises et les banques. Nous sommes unis dans un mouvement de classe à l'échelle internationale par le truchement de nos fédérations syndicales et mondiales, plus particulièrement l'UNI et le syndicat Industrial All. Nous traversons une ère de changement, une ère de renouveau, mais pas seulement au Canada, partout ailleurs. 30 ans de néolibéralisme, de libre-échange, de déréglementation, de guerres interminables, d'effondrements financiers et de grandes dépressions qui ne sont toujours pas terminées pour des millions de travailleuses et de travailleurs qui ont contribué à réduire en cendres le feu sacré de notre mouvement syndical. Toutefois, la braise n'est pas éteinte. Nous aspirons toujours à la démocratie et aux droits collectifs. La grogne et l'indignation s'installent.
et provoque des mouvements de masse, tant à l'échelle mondiale qu'ici au pays. Les jeunes travailleurs, les jeunes travailleuses prennent les devants. La trajectoire est fascinante. Non seulement est-elle fascinante, mais elle nous inspire. Qu'il s'agisse du printemps arabe ou les indignés en Espagne, les indignés au Canada, les grèves générales et les actions nationales cette année en Grèce, en Espagne, au Chili, en Indonésie et plusieurs autres pays. Et le Québec en fait partie. Le Québec nous inspire. Nos invités internationaux sont venus au Québec pour en apprendre davantage sur notre propre printemps érable. On appelait ça le printemps érable ici. Et la façon dont les étudiantes et les étudiants du Québec ont mis sur pied le mouvement Carré Rouge. Comment ces jeunes se sont organisés et ont protégé l'éducation abordable dans cette province. Et comment leur lutte en matière d'éducation et de frais de scolarité est devenue un mouvement social revendiquant le type de société que nous voulons, avec des centaines de milliers de personnes dans la rue, scandant « Un monde meilleur est possible ». Plus tard cette semaine, nous avons prévu un événement très spécial, alors que nous remettrons le prix Neil Reimer aux étudiantes et aux étudiants du Québec. Ces étudiants, ces étudiantes étaient prêts à faire ce qu'il fallait. Ils ont vu l'avenir. Ils sont l'avenir. Chers délégués, je vois ce congrès et notre projet du nouveau syndicat dans le contexte du feu qui nous anime toujours pour promouvoir la démocratie et le changement social. Parce que nous communiquons à nos travailleurs et aux travailleuses du pays, nous bâtirons un syndicat pour tous et pour toutes. Nous disons aux jeunes que le syndicat sera leur conduit pour améliorer leur niveau de vie, comme ce fut d'ailleurs le cas pour leurs parents. Nous n'accepterons pas que votre génération obtienne moins que ce dont nous avons bénéficié. Nous disons aux travailleuses et aux travailleurs de la nouvelle génération qui n'ont pas de convention collective ni d'accréditation syndicale, à toutes les personnes qui ont des emplois précaires, aux travailleuses, travailleurs autonomes, contractuels, temporaires et à temps partiel, et même les travailleurs, travailleuses sans emploi, vous pouvez vous joindre au mouvement syndical pour bénéficier de la solidarité et du pouvoir. Nous disons à nos retraités qu'ils ne seront pas abandonnés ni laissés pour compte. Nous lutterons pour assurer la sécurité de votre retraite et vous ferez partie de notre lutte. Et nous disons aux employeurs petits et grands, ainsi qu'aux politiciens conservateurs. Si vous désirez engager un combat avec nous, souvenez-vous qu'une attaque contre un est une attaque contre tous. Consoeurs et confrères, nous sommes prêts à faire ce qu'il faut. Nous sommes prêts à mener ce combat. Cette semaine, nous bâtissons notre avenir. Et on n'a jamais eu meilleur congrès
Vous êtes notre avenir et nous aimerions avoir le meilleur congrès dans l'histoire de ce syndicat. Félicitations à tous et à toutes.